commence en 1980, lorsque les cinéastes Bob Gale et Robert Zemeckis décident de se lancer dans un tout nouveau projet basé sur le voyage dans le temps. À ce moment-là, les deux hommes avaient déjà collaboré ensemble sur des longs métrages comme 1941, Crazy Day ou bien encore La Grosse Magouille, mais tous ont été des échecs commerciaux. C'est d'ailleurs après la sortie de La Grosse Magouille que Gale rendit visite à ses parents et tomba sur l'album photo annuel du lycée de son père. En parcourant le livre, il se demanda s'il aurait été ami avec son père s'ils avaient fréquenté la même école. C'est à partir de là qu'il s'imagina voyager à une époque où lui et ses parents avaient le même âge. Rapidement, il partage cette idée avec son ami Zemeckis. En septembre 80, les deux hommes s'entretiennent avec le président de la Columbia Pictures, Frank Price, qui se montre ouvert au projet. Ils commencent donc à écrire une première ébauche durant l'automne qui raconte les aventures d'un jeune homme, Marty McDermott, qui est envoyé par erreur dans une autre époque par son ami, le docteur Emmett Brown. Marty se retrouve précisément en 1955 où il rencontre ses parents à l'âge du lycée. Vous êtes ma... Je m'appelle Lorraine. Sans le vouloir, il perturbe accidentellement leur rencontre initiale, menaçant ainsi son existence future. Pour établir l'équilibre, il doit jouer le rôle de Cupidon pour ses parents tout en cherchant un moyen de retourner dans son propre temps. En développant cette histoire, les deux amis souhaitaient parler de voyage dans le temps sans recourir à des événements ou des personnalités historiques, mais en se concentrant plutôt sur une famille et des thèmes plus personnels, offrant ainsi un terrain fertile pour la comédie. Ah non. Par exemple, Zemeckis envisageait une situation où une mère prétend n'avoir jamais embrassé un garçon à l'école, alors qu'en réalité, elle était bien moins sage. Quand j'avais ton âge, je n'ai jamais couru après un garçon ou téléphoné à un garçon. Et je ne suis jamais restée seule avec un garçon dans une voiture. Lorraine, mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'en plus vous fumez? Zemeckis et Gale ont choisi de situer l'histoire en 1955 car ils estimaient que, mathématiquement, un adolescent de 17 ans voyageant pour rencontrer ses parents du même âge devait se dérouler dans cette décennie. De plus, cette période était marquée par l'émergence du rock'n'roll et l'expansion des banlieues, autant d'éléments qui contribueraient à l'ambiance et au contexte de l'histoire. Nous avons toujours été fascinés par le concept du voyage dans le temps et la possibilité de changer le cours de l'histoire. Mais on tenait vraiment à écrire une histoire de voyage dans le temps qui puisse être appréciée sans avoir besoin de connaître l'histoire. C'est le problème de beaucoup de films ou de séries sur le sujet. Pour les comprendre, il faut savoir quand a été assassiné Lincoln ou comment s'est déroulée la bataille de Pearl Harbor. Sauf que ce genre de choses, on ne l'écoutait pas quand le professeur en parlait en classe. C'est pour cette raison qu'on a placé tout ce que le spectateur devait savoir dans les 10 ou 15 premières minutes du film. Après ça, il est livré à lui-même. Au départ, la machine à voyager dans le temps était un simple appareil avec des rayons laser installés dans une chambre. Puis nous avons pensé à la mettre dans un réfrigérateur qui ne pouvait revenir dans le présent que grâce à une explosion atomique sur le site d'essai nucléaire du Nevada. Mais ça impliquait de se glisser dans le frigo et de le refermer pour que la machine se mette en marche. Et on a eu peur qu'en voyant ça, les gosses fassent la même chose chez eux. La machine devient rapidement une voiture, la DeLorean. Oh bah on dirait une DeLorean, non? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Toutes les questions recevront une réponse. La DeLorean des MC-12 était un modèle de voiture de sport produite par la DeLorean Motor Company de 1981 à 1983. Conçu par l'ingénieur automobile John DeLorean, c'était un modèle unique, principalement en raison de son design distinctif et de sa carrosserie en acier inoxydable brossé. Elle était équipée de portes papillons, ce qui signifie qu'elle s'ouvrait vers le haut, ce qui correspondait parfaitement à l'esthétique recherchée pour le film. Au fil des réécritures, certaines idées sont écartées, comme Marty qui s'amuse à vendre des VHS piratés de Star Wars ou Superman 2, car le studio ne voulait pas encourager cette pratique illégale. La famille McDermott devient les McFly, l'animal de compagnie de Doc devait être un chimpanzé, le père de Marty devenait un boxeur professionnel après avoir mis une raclée à Biff, et il y a même toute la fin qui a été modifiée. Dans les premières versions, l'événement déclencheur pour fournir les 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts était l'explosion d'une bombe nucléaire lors d'un essai, plutôt que la foudre frappant l'horloge de l'hôtel de ville. Mais en raison de contraintes budgétaires, la fin a été changée. Dans le storyboard de la scène, on peut voir ceci.
Après avoir été déposé par Doc en camion, Marty se cache dans une des maisons factices du site d'essai nucléaire au Nevada, entouré de mannequins attendant l'heure de l'essai. Au moment prévu, il parvient finalement à faire fonctionner les circuits temporels de la DeLorean, tandis qu'Emmett Brown, observant la scène à distance avec des jumelles, découvre une lettre que Marty lui a écrite. Alors que la DeLorean prend de la vitesse, les militaires aperçoivent la voiture s'approchant de la tour où se trouve la bombe et, le prenant pour un saboteur soviétique, décident de larguer la bombe précipitamment pour ne pas compromettre l'opération. Marty, équipé d'une combinaison anti-radiation et la DeLorean, parviennent juste à temps à 88 miles lorsque la bombe explose. En 1985, au même endroit où la bombe a explosé 30 ans auparavant, un groupe de touristes prend des photos d'une plaque commémorative de l'événement. Lorsqu'un touriste interroge le guide pour des phénomènes inexpliqués ayant lieu lors de l'essai, le guide répond simplement qu'il a vu trop de films, juste avant que la DeLorean n'apparaisse devant eux. Cette séquence sera partiellement reprise dans le début d'Indiana Jones 4, où le célèbre aventurier échappe à l'explosion atomique en se réfugiant dans un réfrigérateur. 7, 6, 4, 3. Alors que le concept de base est déjà un énorme défi en soi, Guy et Zemeckis vont devoir affronter une autre difficulté, la romance entre Marty et sa mère. Nom de Zeus! Je sais, c'est pas le pied. Comment ne pas rendre ça bizarre? Comment l'amener de façon drôle et naturelle? Cette histoire a été un véritable casse-tête pour les auteurs. On s'est pris le chou pendant des mois pour que ça ne devienne pas grotesque. Nous étions coincés parce que nous pensions que comme Marty savait que Lorraine était sa future mère, c'était à lui de mettre fin à leur flirt. Et puis soudain, ça nous est apparu. C'était à elle de le faire. Quelque chose de cosmique se produit quand elle embrasse son propre fils. J'essaie de me détendre. Je me rappelle avoir été euphorique quand nous est venue l'idée que Lorraine ne veut pas aller plus loin dans ce baiser, et qu'elle dit à Marty « C'est comme si j'embrassais mon propre frère. » Cette réplique reste ma préférée de tout le film. Jugée pas suffisamment sexuelle, Columbia suggère d'amener le projet à Disney. Mais l'histoire de cette maman qui tombe amoureuse de son fils ne passe pas pour la maison de Mickey. Le script est cette fois-ci trop sexuel. Après avoir essuyé le refus de tous les grands studios, Zemeckis se tourne en 1984 vers Steven Spielberg qui accepte de produire le film pour Universal. Mais il faut d'abord récupérer les droits chez Columbia. À l'époque, cette dernière envisageait de produire un film intitulé Big Trouble, une comédie inspirée du classique du film noir Assurance sur la mort. Cependant, le script de Big Trouble était si similaire à celui d'Assurance sur la mort que le studio a préféré demander la permission à Universal, détenteur des droits du film original, avant de commencer le tournage. Frank Price, désormais chez Universal, avait aimé le concept de Retour vers le futur quelques années auparavant. Il propose donc un échange, les droits d'Assurance sur la mort contre ceux de Retour vers le futur, ce que Columbia accepte. Par contre, le patron d'Universal, Sidney Sheinberg, souhaite apporter des modifications au scénario, notamment en proposant un nouveau titre, Spaceman from Pluto, ce qui déplaît aux scénaristes. Heureusement, Spielberg intervient en prétendant trouver la suggestion de Sheinberg hilarante, ce qui le dissuade d'insister pour changer le titre. Je patauge dans l'imbécilité. James Woods, Jeff Goldblum, Dudley Moore et John Lithgow sont envisagés pour jouer Doc Brown, avant que Christopher Lloyd ne décroche le rôle. C'est à 36 ans que le comédien obtient son premier rôle au cinéma dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Le public va ensuite le voir dans le western de Jack Nicholson En route vers le sud, où il rencontrera pour la toute première fois Mary Steenburgen, la future Clara Clayton dans Retour vers le futur 3. Vous m'avez sauvé. Emmett Brown, pour vous servir, mademoiselle. Clayton. Clara Clayton. Plus tard, on le retrouvera entre autres dans Star Trek 3 et la comédie policière Cluedo. Clue, it's not just a game anymore. Crispin Glover est pris pour interpréter George McFly. À cette époque, l'acteur était déjà actif dans l'industrie du cinéma et du divertissement. Il a commencé sa carrière dans les années 70 et a fait ses débuts à l'écran dans des films indépendants et des productions télévisées. Une de ses premières apparitions notables était dans le film My Tutor en 1983 où il jouait le rôle d'un étudiant. Il a également participé au casting de Vendredi 13 chapitre final. Où est-ce que tu l'as fourré? Pour Lorraine, c'est Lea Thompson qui est prise. Elle avait obtenu son premier rôle dans Les Dents de la Mer 3 avant de donner la réplique à Tom Cruise dans L'Esprit d'équipe. Thomas F. Wilson est quant à lui engagé pour être dans les traits de Biff Tannen. Allô?
Allô, y a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Pour Marty, c'est Michael J. Fox qui connaît un joli succès à la télévision grâce à son rôle d'Alex dans la série Sacrée Famille qui est sérieusement en tête. Malheureusement, le showrunner Gary David Goldberg ne peut pas se passer de sa vedette. Il faut dire qu'il doit déjà gérer l'absence de Meredith Baxter qui est partie en congé maternité. Zemeckis s'est désemparé en apprenant la mauvaise nouvelle durant l'automne 1984. On propose alors le rôle à Ralph Macchio vu dans Karate Kid, mais refuse de jouer dans un long métrage qui, selon lui, ne parle que d'un gamin, d'une voiture et des pilules de plutonium. Johnny Depp, Charlie Sheen et même Corey Hart font des essais sans succès. Si Thomas Howell, remarqué dans E.T. et surtout Outsiders, sort du lot et commence même des répétitions avec Lea Thompson. Mais suite au grand succès de Mask avec Eric Stoltz, Howell est écarté pour laisser place à ce nouvel acteur en vogue. Talentueux mais plutôt difficile, Eric était profondément immergé dans son personnage au point de créer des frictions avec ses collègues. Sa méthode d'acteur, inspirée des performances de Robert De Niro ou Al Pacino, était parfois trop extrême pour ses partenaires. Des témoignages comme celui de Lea Thompson révèlent des incidents sur le plateau où il a même blessé involontairement des costards comme Thomas F. Wilson dans des scènes de bagarre. Son engagement dans le rôle était tel qu'il insistait pour être appelé par le nom de son personnage en dehors des prises de vue, créant un environnement de travail pesant. Selon certaines rumeurs, le seul moment où il sortait de son rôle, c'était pour draguer Thompson entre les prises. Le point de rupture est finalement atteint lorsque la production décide de le virer. Et ce n'est pas un hasard si cela arrive au moment où Meredith Baxter revient dans la série Sacrée Famille. Gary David Goldberg était donc plus ouvert à laisser Fox partir sur un autre projet. Quand la décision a été prise de remplacer la star, Steven Spielberg est venu me voir. Il m'a dit qu'il venait de regarder l'ensemble des rushs et qu'en dehors de la performance de Stoltz, tout était parfait. Il m'a dit de ne surtout rien changer, de préserver le style et la composition de chaque plan. Nous avions tourné pendant près de 6 semaines avant qu'il ne décide de remplacer Eric. Nous avons donc retourné les mêmes séquences pendant 6 semaines en plus des 6 semaines qu'il restait sur le planning. Le temps de tournage a quasiment doublé au final. L'équipe a bien compris les raisons de ce changement et pourquoi Michael J. Fox avait été engagé pour finir le film. Personne n'est allé au travail à reculons. On s'est tous dit qu'on avait la chance d'améliorer le film. Malgré les défis logistiques et financiers, avec un surcoût de 3 millions de dollars sur un petit budget de 14 millions, l'équipe de production s'engage à refaire une grande partie du film avec Fox, sans changer le style ou la composition des plans déjà réalisés. Cette décision entraîne une prolongation significative du calendrier de tournage, mais l'équipe reste motivée par l'opportunité d'améliorer le film avec l'humour et le charisme de la nouvelle vedette. Pour Fox, incarner Marty McFly était plus qu'un simple rôle. Il avait une connexion profonde avec le personnage. Ayant vécu une adolescence marquée par le skateboard, la séduction et une passion pour la musique, il pouvait s'identifier à Marty à de nombreux niveaux. C'est exactement en janvier 1985 qu'il tourne ses premières prises pour Retour vers le futur. Heureux d'être là, le comédien va malgré tout vivre une véritable épreuve. Durant 3 mois, il va jouer toute la journée pour Sacrée Famille, puis enchaîner de 18h30 à 2h30 du matin, la nuit du vendredi au samedi, en réservant tous ses week-ends au film. Cette cadence éreintante met à l'épreuve tant le cinéaste que l'acteur, tous deux se trouvant épuisés par cette double charge de travail. L'acteur, conscient de la chance qui lui est offerte, adopte une attitude philosophique, affirmant que travailler à la fois dans le cinéma et la télévision était son rêve, bien qu'il n'ait pas envisagé de devoir concilier les deux simultanément. Pour Zemeckis, la réalisation du film est d'autant plus exigeante qu'il doit donner vie à 2 époques distinctes à l'écran. Le chef décorateur Lawrence J. Paul, célèbre pour sa nomination aux Oscars pour son travail sur Blade Runner, entreprend la recréation minutieuse du centre-ville de Hill Valley tel qu'il était en 1955. Pour ce faire, il exploite largement les extérieurs des studios Universal, ayant précédemment servi pour Gremlins. Cette entreprise exigeante repose sur des recherches approfondies, s'appuyant sur des magazines d'époque, ainsi que sur une abondance de documents photographiques, voire même des archives scolaires. Le département des accessoires sélectionne des véhicules de collection des années 40 et 50 pour parfaire l'authenticité des scènes automobiles. Après plusieurs semaines d'efforts sur place, les caméras se déplacent vers d'autres lieux à travers Los Angeles et ses environs, notamment le lycée d'une petite ville californienne, offrant ainsi à Paul et à son équipe l'opportunité de revisiter et de modifier leur création initiale. Lorsque l'équipe de tournage et les acteurs reviennent environ 15 jours plus tard, Hill Valley de 1955 s'est métamorphosé en un quartier de banlieue typique de 1985.
Cette transformation reflète les changements observés dans de nombreuses petites villes au cours des 30 dernières années où le déclin des centres-villes a été amorcé par le déménagement des petits commerces vers les centres commerciaux périphériques. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Il y a 30 ans, la foudre s'est abattue sur ce clocher. Depuis cette époque, l'horloge est arrêtée. Pour tenir le rythme, Fox et Zemeckis s'enchaînent les cigarettes et les litres de café entre les prises. Les clopes s'enchaînent tellement que l'interprète de Marty va se mettre à tousser du sang. Malgré cela, l'aventure se passe plutôt bien, l'ambiance est agréable et le casting s'amuse. Au niveau de la musique, Robert Zemeckis a soigneusement intégré le choix des chansons dans l'écriture du scénario pour ancrer les deux époques temporelles. Pour l'année 1955 par exemple, il a sélectionné des classiques tels que Night Train ou Mr. Sandman. Pour les années 80, il a opté pour 2 titres existants et a commandé 2 chansons pop, The Power of Love et Back in Time. Alan Silvestri a été choisi pour composer la partition orchestrale du film, bien que Steven Spielberg ait initialement préféré d'autres compositeurs. Silvestri a travaillé avec James P. Campbell pour créer une partition symphonique impressionnante, même s'il était principalement connu pour ses travaux dans le jazz ou le rock. Le score massif qu'il a composé a été enregistré avec un orchestre de 98 musiciens, le plus grand jamais rassemblé dans les studios d'Universal. Malgré les doutes initiaux de Spielberg, la musique a été très bien accueillie. Petit aparté, mais pour les suites Retour vers le futur 2 et 3, il a continué à développer et à adapter son travail initial. En 2015, à l'occasion des ciné-concerts pour le 30e anniversaire du film, il a eu l'occasion de revisiter son travail et d'ajouter 20 minutes de musique supplémentaire pour améliorer l'expérience. Bref, après 100 jours de tournage intense qui se termine exactement le 20 avril 1985, c'est maintenant l'heure du montage qui va quasiment s'effectuer 24 heures sur 24 à cause des délais serrés. Alors que de petites séquences sans importance sont naturellement coupées, le réalisateur hésite à retirer un moment où Marty commence à se déchaîner sur la scène du bal. Je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Selon lui, cela ne faisait pas avancer l'histoire. Mais lors des projections tests, la scène a eu de jolis retours. Le public est sollicité pour remplir une fiche d'évaluation proposant 5 échelons pour exprimer son opinion sur le film allant de excellent à nul. Retour vers le futur récolte ainsi un impressionnant score de 96% dans les 2 premières catégories, un résultat inédit pour un film d'Universal à ce jour. Fort de cet engouement, Schoenberg sollicite Zemeckis pour organiser une nouvelle projection, cette fois-ci située au sein même des studios de la société. Bien qu'initialement hésitant, le metteur en scène consent finalement à cette demande, sous réserve de la présence non seulement des cadres d'Universal, qu'il jugeait peu enclins à apprécier une comédie, mais aussi d'un public externe. Par rapport à la première projection, le film subit un raccourcissement de 7 minutes. Cette seconde diffusion suscite des réactions similaires, voire plus enthousiastes que la première. Lorsque j'ai vu Retour vers le futur terminé pour la première fois, j'ai pensé que c'était le film le plus intéressant, le plus contagieux et le plus comiquement irrévérencieux fait depuis longtemps. La réaction tonitruante des spectateurs de l'avant-première était semblable à celle du public lors des projections test des Dents de la Mer et de E.T. Elle faisait partie de l'expérience Retour vers le futur. La foule a applaudi spontanément en 6 occasions. Les rires étaient assourdissants, et le tonnerre d'applaudissements prolongés à la fin était la plus grande ovation qu'on pouvait faire à Bob Zemeckis, Bob Gale, Michael J. Fox, Christopher Lloyd et Sid Sheinberg. Avec autant de retours positifs, Universal décide de sortir le film un peu plus tôt que prévu, le 3 juillet 1985. Étant à Londres pour le tournage d'un nouvel épisode de Sacrée Famille, Fox ne peut malheureusement pas assurer la promotion. Cela ne fait rien, les premières recettes sont excellentes et ne cessent de grimper au fil des semaines grâce à un excellent bouche à oreille. À l'étranger, c'est pareil, le box-office mondial atteint les 388 millions de dollars. C'est un triomphe. Les critiques américaines sont également très positives. En revanche, en France, l'œuvre a eu le droit à un accueil parfois mitigé. C'est d'ailleurs très drôle de voir certaines de ces critiques aujourd'hui. En voici quelques-unes. Un des plus consternants navets qu'ait produit la bande à Spielberg. Retour vers le futur est le ramassis d'images le plus inoffensif que l'Amérique nous ait envoyé depuis des années. Quant à Bob Zemeckis, son amour des mouvements d'appareil pour rien, son manque de temps absolu dans la direction d'acteurs, sa conception hystérique de la mise en scène en font d'ores et déjà le prétendant idéal de tavernier américain. C'est un sale con! Back to the Future, dites-vous? On a plutôt envie de dire nos futurs. Pour l'instant, entre la guimauve faussement nostalgique et l'hémoglobine communiste, vous n'avez que l'embarras du choix.
Avec presque 400 millions de recettes pour un budget de seulement 19 millions, le studio souhaite évidemment une suite. Malheureusement pour Universal, il va falloir patienter, car le metteur en scène se lance dans un projet intitulé « Qui veut la peau de Roger Rabbit ?» Mais le patron met la pression à Bob Gale et Zemeckis pour poser les bases du script avant le tournage de ce nouveau film alliant animation et prise de vue réelle. Les deux hommes ont très vite regretté d'avoir terminé le premier film avec Jennifer dans la voiture avec Marty et Doc, car cela les obligeait à repartir sur ce point-là plutôt que de commencer une toute nouvelle aventure. Finalement, ils ont une idée. Et si en allant dans le futur pour aider ses enfants, Marty faisait le choix d'acheter un almanach des sports pour se faire de l'argent facilement. 50 ans de sport, tous les résultats. Ce n'est pas le genre de choses qu'on lit pour se détendre. Initialement, le troisième acte était prévu pour se dérouler en 1967, une époque où Lorraine incarnait l'esprit contestataire de la jeunesse, engagée dans des mouvements contre la guerre, tandis que George enseignait à l'université. Pas très convaincu, Robert Zemeckis a par la suite estimé que les paradoxes temporels offraient une opportunité intéressante de retourner en 1955 et de revisiter les événements du premier film sous un angle différent. Personne ne me traite de mort. Le cinéaste a même l'idée d'offrir un quatrième acte dans le Far West. À l'origine, Retour vers le futur 2 et 3 ne formaient qu'un seul film. Le titre temporaire était Paradox. Le studio a décidé de les tourner simultanément, ce qui était une première. C'était malin de leur part. Si on avait loué du matériel, des véhicules ou des accessoires pour Retour vers le futur 2, les prix auraient grimpé en raison du succès de l'original. Mais en arrivant avec ce film intitulé Paradox, on avait droit à des remises exceptionnelles. Zemeckis, Spielberg et le studio ont réalisé qu'il y avait trop de choses dans ce film. Il allait coûter si cher qu'ils ne rentreraient jamais dans leurs frais. Même avec un succès comparable à celui du premier, c'était impossible. Ils ont donc décidé de couper le scénario en deux et d'approfondir chaque moitié. Toutefois, les moyens de production étaient communs aux deux projets. L'équipe était identique, y compris le département artistique et celui des accessoires. Pour ces séquelles, Zemeckis a engagé quelques personnes formidables comme Simon Wells qui avait travaillé sur Roger Rabbit. Il s'est occupé des storyboards de Retour vers le futur 2 et 3 et a signé de nombreux concepts. On travaillait souvent ensemble, assis dans une remorque sur le parking d'Amblin. On dessinait pendant des nuits entières. Nos concepts étaient ensuite envoyés à divers ateliers qui devaient proposer un devis et des délais à la production. Le défi le plus imposant résidait dans la conception de la vision futuriste de la ville natale de Marty en l'an 2015. Le décorateur Rick Carter aspirait à créer une image d'une grande richesse, présentant un ton distinct de celui du film Blade Runner. Souhaitant offrir une perspective positive et novatrice, Carter et son équipe ont consacré plusieurs mois à la planification et à la préparation méticuleuse de la transformation de Hill Valley en une cité du futur. John Bell, directeur artistique des effets visuels, a relevé le défi de travailler sans scénario préétabli, n'ayant à leur disposition que des indications générales stipulant que le décor se situerait 30 ans dans le futur, avec des engins nommés Overboard. Tu me prêtes ton Overboard ? Bien que la plupart des acteurs originaux aient accepté de reprendre leur rôle, des obstacles ont émergé lors des négociations concernant les honoraires de Crispin Glover. Dans une interview accordée en 1992, il a révélé que l'offre la plus généreuse des producteurs s'élevait à 125 000 $, soit moins de la moitié de la rémunération perçue par les autres membres du casting. Bob Gale a ultérieurement fait valoir que les exigences salariales de Glover étaient excessives compte tenu de son statut professionnel à l'époque. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent apparemment. Le comédien avait du mal avec la morale de l'histoire. Selon lui, un seul coup de poing avait permis à son personnage de s'élever dans la société et d'avoir plus tard une vie luxueuse. Face à cette impasse, le personnage de George a été réécrit de sorte qu'il soit décédé dans la version alternative de 1985. Oh mon Dieu, c'est ton père. Mon père ? Toi, comment ça se fait que t'es pas en Suisse, sale petit merdeux? Comment as-tu pu quitter papa pour ce type ? Où est mon père ? Au cimetière de la vieille charité. Pour la partie se déroulant en 2015, c'est Jeffrey Weissman qui a été engagé pour le remplacer en portant des prothèses. Pour ne pas montrer la supercherie, il apparaîtra à l'envers. Le conducteur de la Rolls n'aurait pas porté plainte, Marty ne se serait pas cassé la main. Oui, c'est vraiment pour ça qu'on l'a mis à l'envers. C'était une solution pragmatique. On s'est vraiment demandé comment cacher l'absence de Crispin, car sa performance était au cœur du film original. Ça a fini par poser problème d'un point de vue juridique. Universal a dit « Le personnage de George McFly nous appartient, donc nous pouvons engager quiconque lui ressemble ». Leur théorie, c'était que les acteurs dupliquaient souvent des personnages historiques. Il y a eu un procès, et le juge a conclu que le personnage de George McFly était lié à Crispin Glover. Et puisqu'il était encore vivant, le rôle lui revenait de droit. Hé, banane. Tu croyais m'entuber avec ce déguisement idiot?
Quant à Claudia Wells, elle avait initialement envisagé de reprendre ce rôle de Jennifer Parker, mais en raison d'une tragique crise familiale liée à un combat contre le cancer, elle a décidé de prioriser le bien-être de sa mère. Suite à ce contretemps, les producteurs ont choisi Elizabeth Shue comme remplaçante et ont procédé à des reshoots des scènes finales du premier film pour le début de la deuxième partie, reproduisant quasiment à l'identique les plans originaux. Avec en tout 4 époques différentes, Retour vers le futur 2 se veut être une suite incroyablement généreuse. Le moment le plus intéressant, selon moi, c'est lorsqu'on se retrouve à nouveau dans le premier film. Excusez-moi, monsieur. Rick Carter et son équipe ont dû reproduire minutieusement tous les décors. Cette cohésion était vraiment le principal défi du film. Nous savions que nous devions continuer l'histoire et que les 3 épisodes formeraient un film unique. Quand nous avons décidé de tourner Retour vers le futur 2 et 3 simultanément, nous nous sommes assurés qu'ils fonctionnent tous ensemble sur le plan visuel. Nous nous sommes entraînés dans l'art de reproduire des images à l'identique. Par exemple, en regardant le travail d'autres artistes et en essayant de deviner quelles étaient leurs sources de lumière, leurs focales, etc. Ensuite, nous avons isolé chaque plan de Retour vers le futur, en nous rappelant comment on les avait obtenus à l'époque. En 1984, nous n'avions pas documenté grand-chose. Il y avait parfois des informations pour les plans à effets spéciaux destinés à l'équipe d'ILM. Mais dans la plupart des cas, il fallait suivre son instinct. Quand on peint avec de la lumière, on essaie de faire corps avec la caméra. On regarde la scène de son point de vue à elle, et on essaie de faire en sorte que la lumière soutienne la narration avant tout. On écrit très rarement ce que l'on fait. Sur un plateau, ce n'est pas la priorité. Pour le présent alternatif, l'équipe voulait quelque chose de très sombre par rapport au futur joyeux qu'on nous présente en début de film. Lorsque Marty arrive à cette époque, il découvre le nouveau destin de Biff qui n'est ni plus ni moins qu'un double de Donald Trump d'après les aveux des auteurs. Apprenez comment Biff Tannen est devenu l'un des hommes les plus riches et les plus puissants d'Amérique. La troisième, c'est la bonne. Le moment où notre personnage préféré arrive dans ce Hill Valley bis est l'une des scènes préférées de Dean Cundey, car pour lui, la surprise est totale grâce à cette atmosphère si particulière. J'y comprends. Lâche ça. Bien qu'à ce jour nous n'ayons toujours pas de voiture volante, ce deuxième opus a malgré tout été visionnaire avec ses écrans plats et ses systèmes de télécommunication qui rappellent Skype. McFly! Vous êtes éliminé! Éliminé? S'il vous plaît, non, vous pouvez pas. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. D'ailleurs, pour la scène qui suit juste après, le tournage n'a pas été de tout repos pour Michael J. Fox, qui se retrouve à jouer 3 personnages. Maman, c'est toi? Au lieu de proposer de simples plans rapprochés pour chaque protagoniste, Zemeckis voulait que l'on ressente la présence des 3 personnages dans le même espace. Si aujourd'hui ce type d'effet est très courant, ce n'était clairement pas le cas à l'époque. Prends cette clope, toi! Ah, mais il me donne une serviette dégueulasse sur ma veston! C'était expérimental. Bon, Et ça tombe bien car Industrial Light and Magic avait déjà inventé une caméra spéciale pour Roger Rabbit. À l'époque, Michael était encore en train de tourner la dernière saison de Sacrée Famille, donc durant une partie du tournage, nous ne pouvions que tourner de nuit. Je ne sais vraiment pas comment il a fait, car il travaillait déjà toute la journée. Le dîner a été tourné avec notre nouveau système de motion control. Nous avons commencé par tourner le premier plan avec Marty Senior et des doublures pour tous les autres Michael J. Fox. Le père a vraiment dicté les mouvements de tous les autres. Tout était motorisé ou timé. Il y avait ce gag avec la corbeille de fruits qui descend du plafond, un autre où un personnage pose un verre et un autre l'attrape. Il fallait que tout soit d'une précision implacable. Nous avons même utilisé un système de visualisation un peu expérimental qui nous permettait de superposer les différentes passes directement sur le plateau pour voir si tout était bien synchronisé. Nous avons fini toutes les prises et à chaque fois que Michael jouait un personnage différent, il devait quitter le plateau pour se faire maquiller et habiller. C'était très compliqué. À la fin du tournage de cette séquence, nous avons tout laissé tel quel juste au cas où des prises supplémentaires seraient nécessaires. Mais le lendemain matin, il y a eu un tremblement de terre et tout le décor a bougé. Si nous n'avions pas fini à temps, nous aurions dû tout recommencer à zéro. Et il n'y a pas eu que cette séquence. 3 autres personnages interagissent avec leur homologue. Dégage de ma bagnole, papy, mais qu'est-ce que tu... Tu te tires ailleurs, triple buse. Tu fais comme dans l'infanterie et tu te tires ailleurs. On ne sait jamais, peut-être qu'on se rencontrera un jour futur. Ou un jour passé. ILM a aussi dû travailler sur des CGI pour créer la promotion des Dents de la Mer 19. Le superviseur de l'animation Wes Takahashi a été fortement impliqué dans la création des séquences de voyage dans le temps pour les 3 opus.
Alors que la sortie de la deuxième partie approchait à grands pas, suffisamment de séquences de la troisième avaient été tournées pour permettre le montage d'une bande-annonce. Celle-ci a donc été ajoutée à la conclusion de Retour vers le futur 2, juste avant le générique, afin de rassurer le public sur la suite des événements à venir. Nom de Zeus! Bob Gale s'est d'ailleurs souvent disputé avec Tom Pollock, le dirigeant d'Universal, car il voulait absolument que la promotion se centre sur le fait qu'il s'agissait du second opus d'une trilogie. Son point de vue a été forgé par deux choses, sa découverte de l'Empire contre-attaque en 1980 et le moment où Han Solo est plongé dans la carbonite. Après la projection, il était sorti en ne comprenant pas cette fin. Pourquoi finir le film avec son personnage favori laissé pour mort? Surtout qu'à ce moment-là, il ne savait pas qu'il y avait un prochain film de prévu. Ensuite, quelques années plus tôt, à la fin des Trois Mousquetaires de Richard Lester, il y avait eu une bande-annonce de On l'appelait Milady, avec le générique de fin. Il était tout simplement tout excité par la promesse d'un nouveau film. Voilà pourquoi nous pouvons retrouver la bande-annonce de Retour vers le futur 3 à la fin du deuxième. Sortie le 22 novembre 1989, cette suite reçoit contre toute attente des critiques plutôt mitigées. Et cette fois-ci, pas la peine d'aller en France pour voir des retours négatifs. Dans le New York Times par exemple, les lecteurs pouvaient lire que le film était une suite bâclée qui manquait d'originalité par rapport au premier film. Pour le Chicago Sun-Times, le long métrage est amusant, mais il manque la fraîcheur de son prédécesseur. Et le Washington Post a quant à lui critiqué son manque de cohérence dans la construction de l'intrigue et sa dépendance excessive aux effets spéciaux. Côté box-office mondial, cette deuxième partie atteint les 331 millions de dollars pour un budget de 40 millions. Pendant ce temps, le travail est loin d'être terminé. Il faut encore boucler le tournage de la troisième partie. Un opus qui, contrairement à son prédécesseur, ne multiplie pas les allers-retours temporels. Oui, Retour vers le futur 3 se veut plus calme, plus posé, en mettant cette fois-ci en avant Doc Brown. Je n'avais jamais rencontré un homme comme vous. Une sage décision selon Dean Cundey, car nous avons suivi l'histoire de Marty sur 2 longs métrages, il était donc grand temps de s'intéresser de plus près à ce personnage. Entre Retour vers le futur 2 et 3, l'équipe n'a eu le droit qu'à 1 ou 2 semaines de pause. À ce moment-là, tous les décors étaient déjà présents, car ils avaient été construits durant le tournage du deuxième. Le chef décorateur a tout fait pour que le spectateur ait la sensation de visiter cette nouvelle époque comme elle était réellement. Il voulait même que ce film soit considéré comme un western, mais avec un aspect plus réaliste que d'habitude. Rick Carter a dû construire un village entier situé près de la ville de Sonora en Californie. Tous les murs étaient réels. Les origines du thème du western dans la trilogie trouvent leur genèse dans la production du film original. Alors que le tournage de ce dernier battait son plein, le réalisateur a interrogé Michael J. Fox sur l'époque qu'il souhaitait explorer. Fox a alors exprimé le désir de plonger dans l'ambiance du Far West et de côtoyer des cow-boys. Intrigué par cette idée, le cinéaste l'a gardé pour la conclusion. Durant les 2 dernières semaines de tournage, les ZZ Top passent sur le plateau. Ici pour composer la musique qui apparaîtra pendant le générique de fin, ils seront également engagés pour cette séquence. En piste et que tout le monde s'amuse! Charmé par leur look, le cinéaste n'a pas pu s'empêcher de les inclure à la dernière minute. Durant la mise en place des plans, le groupe s'est amusé à jouer plusieurs chansons. L'ambiance était si belle que les techniciens ont travaillé au ralenti pour en profiter au maximum. Je t'avais dit d'assurer tes arrières, ferrailleur. Si la ville a été construite près de Sonora, ce n'est pas un hasard. Quelques-uns des derniers trains à vapeur en activité s'y trouvaient. Un endroit parfait pour le climax. En revanche, pour le crash, c'est évidemment Industrial Light and Magic qui s'en est occupé, en construisant une maquette de 2 mètres qu'ils ont fait tomber dans un ravin. Bien sûr, il fallait créer une miniature, et plus une miniature est grande, meilleur sera l'effet. Nous avons donc fabriqué une maquette du train à l'échelle 1/4, construit un chemin de fer, des passages à niveau, un pont, etc. Tout ça a été fait au nord de San Rafael, près des terres de Lucasfilm. J'avais fait des repérages à cheval et un jour, j'ai remarqué une petite carrière qui semblait parfaite pour la scène. Nous l'avons remplie d'arbres miniatures, nous avons installé des explosifs dans le sol et nous avons fait des tests de chute avec une doublure de train pour préparer les effets pyrotechniques et verrouiller les cadrages. Nous avons préparé notre train, allumé 4 ou 5 caméras à grande vitesse pour obtenir des images au ralenti.
Là, ça commençait à être flippant. Le train est parti à toute allure, a sauté du pont, a explosé et n'a jamais été réutilisé. Et on a tout filmé. C'était excitant de voir les rushs ce jour-là. Le tournage se termine officiellement le 12 janvier 1990 pour une sortie prévue le 25 mai. Même si cette conclusion rapporte près de 245 millions de dollars, c'est une déception pour Universal qui attendait clairement plus. Mais nous le savons tous, la trilogie n'a cessé de gagner en popularité au fil des décennies et est même considérée comme l'une des meilleures sagas jamais réalisées. Une saga parfaite, ultra protégée par Bob Gale. En effet, alors que toutes les grandes franchises comme Jurassic Park, Star Wars ou encore SOS Fantôme reviennent depuis quelques années au cinéma, Retour vers le futur ne connaîtra quant à elle pas de suite. Enfin, tant que Zemeckis et Gale seront encore en vie en tout cas. Et puis, selon eux, la trilogie a déjà tout raconté et revisiter l'univers avec un 4e film serait inapproprié. De plus, Michael J. Fox, qui a maintenant plus de 60 ans et qui souffre de la maladie de Parkinson, ne lui permettrait pas d'incarner à nouveau Marty McFly. Malgré les incitations financières du studio, Gale et son équipe restent attachés à l'amour et au respect qu'ils portent à la trilogie et refusent de prostituer leurs enfants pour des gains financiers. Et c'est très bien ainsi, car la trilogie ne se contente pas d'être juste une série de films à succès. Elle représente un pilier de la culture populaire, dont l'influence transcende les générations et les frontières. À travers ses personnages inoubliables, son scénario exemplaire et son exploration unique de voyage dans le temps, elle parvient à captiver encore et toujours les spectateurs du monde entier depuis sa sortie. Plus qu'une simple saga cinématographique, Retour vers le futur est devenu une référence, une source d'inspiration et un véritable phénomène culturel. Un phénomène qui est cité tout d'abord par le président américain Ronald Reagan dans l'un de ses discours. Never has there been a more exciting time to be alive. A time of rousing wonder and heroic achievement. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. Et également à plusieurs reprises dans d'autres œuvres comme Ready Player One, Rick et Morty ou Family Guy. Lorraine, t'as jamais eu une nouvelle de Marty qu'on avait rencontré au lycée? Non, aucune. T'es sûr que tu l'as pas croisé vite fait, ça? Georges, mais enfin, de quoi tu parles? Je te parle du fait que notre fils lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Maman, papa, je l'ai pas fait exprès, j'ai mis le feu au tapis du salon. Alors là, je vais pas le louper. Bref, alors que les années passent, ces films continueront à résonner dans le cœur et l'esprit des spectateurs, perpétuant leur statut de chef-d'œuvre cinématographique indémodable et influent. Retour vers le futur 2 marque la toute première apparition au cinéma d'Elijah Wood. Il interprète l'un des 2 joueurs de jeux vidéo auquel Marty s'adresse au café des années 80 au début du film. Je suis un super crack à ce jeu, moi. C'est fait pour les bébés, c'est un jouet. Oh. Lorsque Jennifer de 1985 se retrouve dans sa maison en 2015, sa fille apparaît en haut des escaliers et prononce « Maman, maman, c'est toi ?» Cette réplique est exactement la même que celle prononcée par Marty dans chaque film de la trilogie lorsqu'il est assommé et se réveille dans un endroit inconnu. Maman, maman, c'est toi. Maman, c'est toi. Maman, maman, c'est toi. Là, du calme. Juste avant que Marty et Doc ne quittent 2015, une photo du panneau de commande de la machine à remonter le temps montre la dernière heure de départ fixée au 12 novembre 1955 à 18h38. Si les 2 protagonistes avaient pris note de cela, ils auraient pu conclure qu'une autre personne avait utilisé la DeLorean. La scène de la pendaison aurait pu être fatale pour Michael J. Fox. Au départ, dans les premières prises de cette séquence, l'acteur se tenait debout sur une caisse, invisible à l'écran, car il n'était pas prévu que son corps entier soit montré. Cependant, cette approche ne semblait pas assez réaliste. Fox, toujours déterminé à faire ses cascades lui-même, suggéra de se passer de la caisse sous ses pieds. Il devait alors maintenir ses mains entre le nœud coulant et son cou pendant un bref instant afin de pouvoir respirer. Malheureusement, l'acteur a sous-estimé l'effort. C'était déjà la 7e prise. Ajoutez à cela un mauvais timing pour placer ses mains correctement entre son cou et la corde, Fox a commencé à suffoquer réellement au point de s'évanouir pendant 30 secondes.
Suite à cet incident, le tournage a été interrompu pendant une journée pour permettre à l'acteur de récupérer de cette expérience traumatisante. Dans le premier film, Doc révèle à Marty que l'inspiration pour créer le condensateur de flux lui est venue après s'être cogné la tête contre le lavabo de la salle de bain en tentant d'accrocher une horloge au-dessus de ses toilettes. J'ai accroché une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation. Dans le troisième opus, lorsque Doc panique après avoir aperçu Marty chez lui, il se précipite dans la salle de bain où on peut apercevoir brièvement l'horloge suspendue au-dessus des toilettes sur laquelle il a effectivement glissé. C'est passionnant ton histoire, visiteur du futur. Les parties du scénario faisant référence au président Ronald Reagan ont dû être soumises à l'approbation de la Maison Blanche afin de garantir qu'elles ne portaient pas atteinte à la dignité du président. En tant qu'ancien acteur, Reagan a été considéré pour le rôle du maire de Hill Valley dans le troisième volet. Cette proposition aurait été une opportunité alléchante pour l'ancien président, qui était un grand fan de la saga, mais il a finalement décliné l'offre. Le tunnel par lequel Marty McFly passe pour dérober l'almanach à Biff Tannen est en réalité le même que celui menant à Toonville dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Au début du premier film, on peut voir une horloge grise avec un petit bonhomme suspendu à l'une de ses aiguilles. Cette image évoque clairement la scène finale du film où Emmett se tient au sommet de l'horloge juste avant que la foudre ne s'abatte. Toujours dans le premier opus, une brève apparition est réservée à Huey Lewis, l'interprète du titre The Power of Love, que l'on peut non seulement entendre au début du film, mais également dans une scène où Marty joue ce morceau lors d'une audition. Dans Retour vers le futur 2, lors de la scène de l'overboard, une cascadeuse a heurté le pilier gauche, l'empêchant ainsi d'atteindre l'intérieur comme prévu. Pensant qu'elle avait réussi à atteindre l'hôtel de ville, un membre de l'équipe a alors coupé les câbles. Malheureusement, la cascadeuse est tombée de 10 mètres de haut sur du béton, ce qui lui a causé plusieurs fractures. Au début du premier opus, Marty doit retrouver Doc au parking des Deux Pins. Ce nom est un clin d'œil à Mr. Peabody et ses deux arbres. Cependant, lorsque le personnage arrive en 1955, il atterrit dans la grange et percute l'un des deux arbres. C'est pourquoi, à la fin, le parking est renommé le Pin Solitaire. Une série animée composée de 2 saisons de 13 épisodes chacune a vu le jour en 1991. Dan Castellaneta, célèbre pour prêter sa voix à Homer Simpson, y incarne le rôle du Doc. Quant à l'acteur original Christopher Lloyd, il a également été impliqué dans le projet. On pouvait l'apercevoir au début et à la fin de chaque épisode. Et voilà, c'est tout pour la trilogie Retour vers le futur. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.